Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les maisons de vente accueillent bien plus que des transactions commerciales. Ce sont, on ne le dit pas suffisamment, des lieux de culture où s'expose le patrimoine à la fois dans sa profusion, dans sa richesse, dans sa diversité. Ce sont des lieux d'excellence où s'exprime le talent et le savoir-faire des professionnels et je veux leur rendre hommage. Ce sont aussi des lieux où les habitudes et les traditions sont parfois bousculées par les défis de la modernité qui s'imposent à nous tous. En ce qui concerne vos maisons, ces défis, quels sont-ils ? C'est d'abord le défi de la mondialisation. Les ventes publiques, comme l'ensemble des activités, s'internationalisent. Des acheteurs venus des pays émergents sont de plus en plus actifs. Et les acteurs du marché de l'art doivent faire évoluer leurs approches et leurs stratégies. C'est aussi le défi d'une demande différenciée en pleine évolution. Les attentes du public, de toute évidence, ne sont plus celles d'il y a 30 ans, ni même d'il y a 15 ans. Et nous en avions un bel exemple en arrivant d'ailleurs ici, avec cet appareil que je saluais et dont vous me disiez justement qu'il figurerait dans une vente prochaine. Mais il est vrai que dans les salles de vente, le mobilier 17e ou 18e côtoie aujourd'hui les photographies d'art, les livres côtoient les vieilles voitures et même les fossiles de dinosaures et les avions à réaction. Et puis c'est aussi le défi de la crise que l'on ne saurait oublier. C'est vrai que le secteur n'a pas été épargné par la contraction des échanges économiques. Et en 2009, le chiffre d'affaires mondial du marché de l'art a reculé de plus de 27%, même si, comme vous l'avez dit, une reprise s'amorce. Mesdames et messieurs, je vous le disais en montant les marches, je crois qu'une crise, ça doit être aussi vu comme une opportunité. Et il n'y a pas d'exemple que si on profite de la crise, ce ne soit pas bénéfique à tous. Alors, je crois très sincèrement que face aux défis qui sont ceux d'aujourd'hui, ceux de la crise, mais ceux plus profonds de la modernisation et de la mondialisation, nous n'avons que trop tardé. D'ailleurs, je le rappelle, Paris était hier la première place internationale en matière de vente volontaire. Aujourd'hui, nous sommes relégués à la 3e place. Eh bien, c'est le genre de mouvement que je n'accepte pas. Parce que je crois dans la France, parce que je crois dans Paris, j'entends que nous soyons, que notre pays soit toujours au premier rang, et particulièrement dans les éléments qui font ses atouts, qui font sa force. Le savoir-faire français était hier le plus reconnu dans le monde. Et nous le voyons bien, et c'est vrai, il faut aussi être lucide. Nous sommes aujourd'hui concurrencés, parfois dépassés, par nos amis américains ou britanniques. Eh bien, ça non plus, je ne m'y résigne pas. Parce que nous portons en nous tous les éléments qui nous permettent d'être au premier plan. Alors oui, mesdames et messieurs, mon ambition, c'est de rendre à la France, dans ce domaine comme dans d'autres domaines, son premier rang. Ma volonté, c'est donc de donner aux maisons de vente et plus généralement à tous les professionnels concernés les moyens de renforcer l'attractivité de notre pays. Alors, bien entendu, je suis garde des Sceaux, ce qui limite ma compétence, même si mon ambition est générale. Mais en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, j'ai le droit pour faire évoluer les choses. Et j'entends faire évoluer le droit pour parvenir effectivement à remettre Paris au premier rang de cette activité, bien entendu en le faisant avec ceux qui connaissent le mieux le marché, ses difficultés, ses problèmes, mais également ses possibilités, c'est-à-dire avec les professionnels, avec bien entendu les parlementaires et avec tous ceux qui croient en la capacité régulatrice de la loi. Je vous ai bien écouté tout à l'heure et vous permettrez à la juriste, autant qu'au garde des Sceaux, de ne pas dire que la loi est toujours une contrainte ou que la loi
est l'ennemi des marchés. Non, la loi n'est pas l'ennemi du marché. Une règle de droit claire, connue, acceptée par tous, renforce la confiance qui est la base des marchés. Et un cadre juridique adapté permet de donner aux acteurs de la vente aux enchères les moyens de valoriser leurs atouts sur le marché international. Vous savez, la confiance des clients dans les sociétés de vente volontaire exige aujourd'hui une clarification des règles. Si vous voulez que l'on vous suive, si vous voulez que les gens viennent, ils doivent avoir confiance. Et vous savez aussi bien que moi, parce que c'est valable dans tous les domaines, que les comportements fautifs d'une petite poignée d'individus peuvent porter atteinte à l'honneur, à la visibilité, à l'image de toute la profession. Eh bien ça, je ne l'accepte pas. Il n'y a pas de faute collective. Mais dans le même temps, il faut empêcher qu'il puisse y avoir des fautes individuelles qui finalement pénalisent tout le monde. C'est la raison pour laquelle je veux faire évoluer le régime disciplinaire vers plus de responsabilité, plus de transparence, plus de déontologie. Renforcer la responsabilité tout d'abord. Bon, nous sommes entre nous, si je puis dire, et vous le savez aussi bien que moi, l'actualité l'a hélas montré, certains intervenants peuvent commettre des fautes dans le cadre de leur fonction. Eh bien, pour mieux prévenir ce type de situation, parce qu'il faut prévenir et pas simplement sanctionner, j'estime nécessaire d'adapter le régime de responsabilité des sociétés de vente volontaire. Aujourd'hui, si un expert commet une faute, la société assume une responsabilité solidaire. Je propose d'étendre ce régime à l'ensemble des tiers intervenant dans les ventes publiques, comme les transporteurs ou les manutentionnaires. L'examen de la proposition de loi que vous citiez tout à l'heure, la proposition de loi Marini, par l'Assemblée nationale, puisqu'elle a déjà été examinée au Sénat, sera l'occasion de débattre de cette proposition, mais qui peut être un élément important pour renforcer la confiance des clients. Le deuxième axe, c'est d'améliorer la transparence. Prévenir les conflits d'intérêts est prioritaire, là aussi en termes de confiance. Ceux-ci peuvent naître lors de l'intervention des prestataires extérieurs, on l'a vu. Pour clarifier les obligations de chacun, je propose donc d'inscrire une nouvelle règle dans la proposition de loi. Les prestataires ne pourront ni acheter les biens mis en vente aux enchères publiques, ni vendre de biens leur appartenant au cours de ces enchères. Plus de transparence suppose aussi un meilleur suivi des biens mis aux enchères. Aujourd'hui, le défaut de traçabilité des biens peut favoriser des infractions à la loi. L'instauration du livre de police informatisé permettra aux sociétés de vente volontaire de tenir plus simplement, parce que je sais qu'il faut aussi simplifier, plus simplement la liste des objets qui leur sont confiés. Et en plus, cela réduira les risques de fraude. Des difficultés d'ordre technique ont ralenti la mise en place de ce dispositif. Je viens de relancer le travail intergouvernemental sur ce sujet. Je veux que toutes les sociétés de vente agréées soient dotées d'un livre de police informatisé au plus tard au printemps 2012. Troisième axe, garantir la déontologie. Les professionnels de la vente volontaire ne disposent pas aujourd'hui d'un code de déontologie, contrairement à la plupart des professions juridiques. Je demande donc au Conseil des ventes volontaires de travailler à l'élaboration d'un tel document. Si la proposition de loi est votée avant la fin de l'année, je souhaite pouvoir homologuer ce texte avant l'automne 2011. Il ne s'agit donc pas de dire yaka, faucon, où on va se lancer dans de grandes considérations. Je veux des actes et je fixe des calendriers. Cela évitera
de se perdre dans des méandres administratifs que nous connaissons trop souvent dans notre pays. En cas de manquement aux obligations disciplinaires et déontologiques, le Conseil des ventes volontaires doit disposer de pouvoirs élargis. Il doit pouvoir se constituer partie civile afin d'exercer sa vigilance. Nous adapterons le régime de la prescription afin de faciliter la compatibilité entre action pénale et action disciplinaire. La publicité des sanctions renforcera leur caractère dissuasif. Ces évolutions sont prévues dans la proposition de loi. Elles seront donc applicables dès sa promulgation. Mesdames et messieurs, la loi a pour objectif de sanctionner les comportements contraires à l'intérêt général. Mais la loi peut aussi, Monsieur le Président, favoriser l'essor des acteurs économiques. Ma responsabilité de garde des Sceaux, c'est donc aussi, et je l'assume, de donner au secteur les moyens de développer sa compétitivité. Il faut créer la confiance, ce sont les mesures dont je viens de vous parler. Il faut aussi permettre à la profession d'agir et d'agir dans le contexte économique que nous connaissons. Certains obstacles à l'expansion du secteur sont de nature juridique. Je veux les lever dès lors que, très concrètement, la situation aujourd'hui ne justifie plus un certain nombre de dispositions et de contraintes qui existaient autrefois. Dans ce domaine, 3 priorités guident mon action. D'abord, je veux étendre les possibilités d'intervention des sociétés de vente volontaire. L'interdiction faite aux sociétés de vente volontaire d'organiser des ventes de gré à gré est obsolète. Le dynamisme des ventes de gré à gré contribue à l'essor du marché de l'art international. Il crée un avantage comparatif pour nos concurrents internationaux. Lever l'interdiction, c'est ôter au secteur français de la vente aux enchères l'une de ses faiblesses structurelles. C'est donner aux professionnels des moyens de développer une stratégie plus compétitive et plus internationalisée. La proposition de loi nous le permettra. Il faudra utiliser toutes ces possibilités. La deuxième priorité, c'est d'adapter la fiscalité. Ne frémissez pas trop. La fiscalité pesant sur le secteur peut, j'en ai bien conscience, constituer un handicap dans la concurrence internationale. Et je sais que c'est une de vos préoccupations majeures. Dites-moi quelle catégorie de Français n'a pas cette préoccupation. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Une évolution sur la TVA des biens importés ne me paraît pas la meilleure solution. Je ne parle pas comme collègue du ministre des Finances, je parle simplement comme quelqu'un ayant une certaine expérience des institutions internationales et des contraintes internationales. Les négociations menées auprès des instances européennes pour d'autres secteurs, vous l'avez bien vu, ont été longues et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont été complexes. Et dans un certain nombre de cas, même si elles paraissaient évidentes, elles se sont heurtées à des séries d'obstacles et finalement n'ont réussi à déboucher, soyons honnêtes, que parce qu'il y a eu un bras de fer et finalement une sorte de chantage à d'autres mesures. Donc, partir dans un secteur comme celui-ci, c'est partir pour des années de discussion. Et je ne pense pas que vous ayez des années devant vous pour réagir et reprendre l'initiative. Alors, je pense qu'il vaut mieux faire preuve de lucidité et de pragmatisme. Alors, en revanche, il y a d'autres mesures. Et notamment, la question du droit de suite doit être clairement posée. Je sais que son application est pénalisante pour les professionnels français, d'autant plus que le Royaume-Uni, lui, a obtenu une dérogation. Mon collègue, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a saisi la Commission afin qu'un bilan de la directive sur le droit de suite soit réalisé. Et il a eu raison de rappeler la Commission à cet engagement. D'ores et déjà, je propose donc que nous réfléchissions à une évolution de la position de la France sur ce sujet.
Je n'oublie pas que le droit de suite est une invention française. Pour autant, l'évolution de la concurrence internationale nous encourage à en modifier les termes en faisant preuve finalement du même pragmatisme que les Britanniques. Je sais qu'ils sont champions du monde de pragmatisme. Rien ne nous empêche d'essayer de faire un petit effort pour les concurrencer, eux, dans ce domaine. J'ai donc demandé au directeur des affaires civiles et du Sceau de conduire un groupe de travail sur ce sujet et naturellement, je souhaite que vous y soyez associés et que vous vous y associez. Ma troisième priorité, enfin, c'est de moderniser les structures. Alors, j'ai bien noté que nous étions chez Arcurial et non pas à Drouot, mais je note aussi que vous n'ignorez pas, vous l'avez rappelé, que la situation étant ce qu'elle est, j'ai demandé un rapport sur le fonctionnement de l'hôtel Drouot. Aujourd'hui, Drouot est une maison connue et reconnue dans le monde entier au même titre, d'ailleurs, que ses principaux concurrents étrangers. Pour conforter la place de Drouot et avec elle le dynamisme du secteur tout entier, une évolution du modèle économique est indispensable. Alors certes, cela relève du fait du statut de Drouot du droit privé et l'évolution dépend d'abord des actionnaires. Pour autant, je l'affirme sans détour, les règles de l'actionnariat de Drouot sont incompatibles avec son développement économique. Elles éparpillent le capital, elles découragent l'investissement. Aujourd'hui, c'est quand même un peu paradoxal. Drouot gagne de l'argent en louant des salles et en vendant un journal que je lis attentivement d'ailleurs et avec beaucoup de plaisir. Enfin, pour autant, est-ce là ce que les clients ou les amateurs de Drouot attendent d'un acteur de renommée internationale? Je crois qu'il est temps de renoncer à la règle plafonnant à 5% le droit de vote des actionnaires. Je crois qu'il est temps d'ouvrir le capital de Drouot à des personnes morales qui pourront apporter des capitaux dans le cadre d'une stratégie claire et globale. Il est temps que Drouot parvienne à s'implanter dans les pays étrangers sous la forme de filiales et de bénéficier pleinement des effets de réseau. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner autrement. Alors bien entendu, il ne m'appartient pas, il n'appartient pas au gouvernement de décider à la place des actionnaires, sauf si on envisageait la nationalisation. Enfin, je pense que nous n'en sommes pas là. Rassurez-vous, pour ma part, je suis trop attachée à la liberté d'entreprendre pour le proposer. Mais pour autant, je veux inciter tous ceux qui croient à Drouot et à son avenir à faire bouger les lignes dans les plus brefs délais. Si le statu quo malthusien, parce qu'il faut utiliser ce mot, devait se confirmer, il faudra en tirer toutes les conséquences lors du débat de la proposition de loi Marini, et alors chacun prendra ses responsabilités. Mesdames et messieurs, en conclusion, je veux vous dire que ma conviction profonde, c'est que le secteur de la vente aux enchères n'est pas assez conscient de ses atouts. Ça fait partie de cette morosité, de ce pessimisme, de cette autoflagellation française. Mais enfin, notre pays a des atouts et chacun des secteurs a des atouts et vous avez des atouts. La France, c'est une référence pour les collectionneurs et pour les amateurs d'art. La richesse de notre patrimoine, privé comme public, c'est un légitime motif de fierté. Sachons être fiers. Est-ce qu'il faut se résoudre à voir tant de clients acheter des biens en France pour les revendre ailleurs? Faut-il nous résigner à sortir du marché mondial de l'art et de la vente aux enchères? Ce n'est pas ma conception des choses. Il nous revient, à nous, à vous qui êtes directement intéressés, mais aux politiques aussi, en vous y aidant, à transformer nos atouts en avantages décisifs. Et il nous revient, dans ce domaine comme dans les autres, il nous revient de donner au secteur des ventes aux enchères l'ampleur internationale qu'il mérite. Alors je vous le demande, en étant confiants en nous-mêmes, en sachant écouter, en étant fiers de ce que nous sommes, il nous revient ensemble de conforter le prestige de votre profession. C'est ainsi que nous pourrons assurer
aujourd'hui comme hier, et surtout que nous pourrons assurer demain comme aujourd'hui le rayonnement de votre secteur, qui est aussi le rayonnement de la France. Je vous remercie.